Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Je vous retrouve aujourd'hui et j'ai la chance et l'honneur de rejoindre Virginie Notte pour vous présenter sa vie, son parcours et ce qu'elle fait. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Bonjour Tiffany, ça va super bien. Merci beaucoup de venir ici pour nous parler de toi. Alors, j'aimerais bien, si c'est OK pour toi, que tu te présentes aux personnes, voir un peu ton histoire et qui tu es. Alors, c'est toujours un challenge de se Mhm. présenter en quelques mots, mais en gros, moi, je suis vraiment passionnée par l'humain et en particulier par les enfants et le lien qui relie les enfants à leurs parents. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par une formation initiale d'infirmière puéricultrice. Et puis, chemin faisant, j'ai senti que j'avais besoin d'aller vraiment vers des choses qui donnaient peut-être plus de sens à ma pratique. Et j'ai fait j'ai fait pas mal de formations complémentaires. Et aujourd'hui, en fait, je suis art thérapeute, naturopathe et doula. Et je dirais que doula, c'est un peu, c'est ma grande direction, quoi. C'est vraiment comme ça que je m'identifierais comme une doula finalement qui accompagne la vie. Alors justement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'une doula? Alors une doula, c'est une personne qui, en général, ce sont des femmes, mais il y a quelques hommes aussi, qui accompagnent toute la partie émotionnelle de la grossesse, mais pas que de la grossesse, parce qu'en fait, la doula, elle peut aussi être là avant une grossesse, elle peut être là dans des situations d'interruption de grossesse, quelle qu'en soit la raison, pour le deuil périnatal aussi, et après en postpartum, voire durant les premières années de vie du bébé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, euh, parce qu'en fait, pendant toute la partie grossesse, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de suivis médicaux en particulier, et puis après, les couples, les femmes se retrouvent très seules. Et souvent, ils ne savent pas trop vers qui se retourner, enfin vers qui se tourner. Et du coup, pour moi, je vois vraiment mon rôle de doula comme une petite lumière sur le bord du chemin, non pas pour dire, ben voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est pas du tout ça mon propos, c'est plutôt cheminer à côté et préserver aussi, enfin, participer à préserver cet écosystème familial qui peut être très fragile, surtout dans les premiers temps de la naissance d'un bébé. Mhm. Et donc, justement, dans tous tes rôles, que ce soit du coup doula, naturopathe ou art thérapeute, comment est-ce que ça t'est venu, on va dire, dans ton parcours? Est-ce que justement, il y a un aspect spirituel dans ton approche ou en tout cas dans ta vie à côté qui t'a amené à ça? Alors, moi, ma recherche spirituelle, en fait, elle date de très 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 longtemps. Je pense que depuis toujours, mais en tout cas, j'ai pu la formuler, je pense que je devais avoir 8, 9 ans, quelque chose comme ça, en tout cas pour poser des mots dessus. Euh, Après, quand j'ai commencé mes études d'art-thérapie, je sentais, moi, en tout cas dans ma pratique à moi, euh, que quand j'étais dans la création, j'étais comme connectée à quelque chose qui me dépassait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est absolument extraordinaire pour accompagner les gens parce que on est en connexion directe avec quelque chose où on pourra peut-être trouver des réponses ou peut-être pas, mais en tout cas, c'était quelque chose qui m'attirait d'une manière très, très intuitive. Donc, j'ai fait ces études-là. Et alors, moi, quand je crée, je me sens toujours en connexion. Par contre, je m'aperçois que pour ressentir ça, il y a vraiment besoin d'une pratique très régulière, en tout cas une pratique, c'est pas juste en faisant un petit coloriage sur un coin de table que ça, alors ça peut, mais c'est pas magique non plus, ça nécessite un engagement. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans toute pratique, quelle qu'elle soit, qui est cet engagement de la personne en disant oui, ok, j'accepte d'aller là où je ne sais pas où je vais en fait, et où j'aurai peut-être des réponses ou peut-être
voilà, une meilleure connaissance de moi ou pour pouvoir tisser ce dialogue intérieur aussi entre soi et soi. Donc pour moi, la créativité et l'art-thérapie, c'est comme ça. Pour la naturopathie, je ressens un peu la même chose quand je suis dans la nature. Pour moi, la nature, c'est une école. Enfin, j'aime pas trop le terme d'école, mais en tout cas, la nature nous enseigne. Et je ressentais vraiment ça, pareil, comme quelque chose qui est vraiment beaucoup plus vaste que juste ma personne. Et j'ai imaginé qu'en fait, en alliant la naturopathie et l'art-thérapie, ça permettait d'avoir des accompagnements plus globaux, parce que justement, ce lien à la nature, c'est finalement le lien à notre propre nature. Comment est-ce qu'on se connaît mieux soi-même pour pouvoir, après, pourquoi pas, créer ou pas. Enfin, la création peut être aussi mise à part, comme un accompagnement à part entière, en fait. Mais en tout cas, pour moi, on ne peut pas être coupé de la nature parce que la nature, c'est nous. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai intégré l'art-thérapie. Puis, je trouvais, enfin, moi, je suis passionnée par les plantes, par les bouillons de sorcières, voilà, faire mijoter ces choses, préparer ses propres remèdes. Il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à connaître les plantes qui nous entourent et à se dire qu'elles vont aider notre corps à surmonter soit des troubles, des pathologies, ou en tout cas ou un désordre ou un mal-être plutôt émotionnel. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant de se dire ok, je peux me mettre en relation avec ça et ça va me faire du bien. Donc il y a toujours cette recherche spirituelle effectivement qui est que j'annonce pas nécessairement tout de suite. D'ailleurs, il y a des gens qui, enfin, je suis pas sûre qu'ils le voient pas, mais en tout cas, je l'annonce pas forcément d'emblée. Mais en tout cas, pour moi, oui, c'est en trame de fond de toute façon. Et justement, donc là, on a parlé dans ta vie professionnelle, la spiritualité, et dans ta vie personnelle, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est toujours présent et voilà, et est-ce que c'est, j'ai envie de dire, quelque chose que tu as assumé auprès de ta famille, de tes amis, etc. Ou comment c'est pour toi à ce niveau-là? Alors, en fait, mon chemin spirituel est très mouvementé, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que ça a été exprimé par des mots quand je devais avoir 8-9 ans, j'ai cherché auprès de ce que ma grand-mère, qui était un petit peu mon pilier spirituel, parce que mes parents ne souhaitant rien nous imposer, on était extrêmement libres. Et du coup, ma grand-mère, ça représentait une sorte de pilier. Et donc, j'ai commencé à chercher de ce côté-là, vers la religion catholique. Et en fait, j'ai rien trouvé. Mais rien trouvé. Sauf quand je discutais avec ma grand-mère, qui, elle, avait une manière de... En fait, c'était comme une communication d'âme à âme avec elle. Et chemin faisant, en fait, sur mon chemin, venaient régulièrement à moi des personnes qui avaient une spiritualité différente. Et moi, au début, ça me faisait peur. Parce que oui, j'étais en recherche, mais j'étais peut-être pas complètement prête à aller là où je ne savais pas où le chemin me mènerait, en fait. Donc, pendant longtemps, mais j'ai dit non, j'ai claqué les portes, vraiment, je n'en voulais rien entendre. Et puis, je me suis un peu mis des œillères. Mais en fait, au fond de moi, je me sentais coupée. En fait, c'était comme une spiritualité construite. Or, moi, je rêvais de vivre une spiritualité qui part du cœur, en fait, qui était vraiment authentique avec qui je suis. Et puis, voilà, le temps a passé, j'ai essayé de me faire mon petit truc, mais c'est comme s'il me manquait toujours quelque chose. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré le parcours de la roue de médecine et j'ai commencé à travailler d'une manière assez détendue, on va dire, avec une chamane. Et ça m'a ouvert un univers que je me disais, mais en fait, je me sens moi, je me sens juste à ma place et je me sens connectée justement avec la nature, avec les éléments, avec cet univers qui pourvoit tout. Enfin, j'avais vraiment une sorte de reliance qui était très forte. Et puis, il y a eu pas mal de choses dans ma vie. J'ai déménagé, je me suis expatriée. Et en fait, là, je me suis de nouveau sentie un peu coupée
mais pas complètement, parce qu'en fait, la vie étant bien faite, j'avais régulièrement de nouveau des petites lumières, des petites personnes, pas des petites personnes, des personnes très inspirantes sur mon chemin, dont tu fais totalement partie, Tiffany. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête de me boucher les oreilles et de me fermer les yeux, c'est pas possible. Et du coup, j'ai reconnecté avec la roue de médecine, mais la roue de médecine Inca cette fois-ci. Et j'ai entamé tout un chemin depuis 1 an et demi, je dirais. Et en fait, là, je sens que quand je m'en éloigne, je me sens comme si je sautais en parachute sans parachute, ce qui est hyper angoissant pour moi qui ne suis pas à l'aise dans l'air. Et dès que je m'y reconnecte et je me sens entière, en fait, il y a une sorte de paix intérieure qui arrive et qui me permet de me sentir juste à ma place. Donc voilà, mais ces personnes qui se présentent sur mon chemin, ça fait un paquet d'années. Donc là, maintenant, j'ai accepté d'écouter. Et de toute façon, c'est trop flagrant. Je me sens coupée. Et puis avec tout ce qu'on vit en ce moment, j'ai d'autant plus besoin de me sentir ancrée et connectée à moi et à l'univers, plutôt que de me sentir un petit morceau de puzzle égaré là. Donc voilà. Et juste pour revenir, parce que c'était intéressant, et peut-être pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, quand tu dis la roue de la médecine, donc, dont tu t'étais connectée donc, au niveau chaman, et puis là maintenant Inca, est-ce que tu peux en parler un tout petit peu plus, expliquer ce que c'est? Alors en fait, le parcours de la roue de médecine, c'est un parcours qui est basé sur les éléments et aussi sur des différents points de vue. Donc en fait, dans la roue de médecine Inca, mais c'est aussi chez les Amérindiens, tu as la même chose, tu as la médecine du serpent, où c'est le premier niveau en fait, où tu te dépouilles de toutes tes vieilles peaux, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de toutes tes croyances, tes peurs, enfin, pour pouvoir accéder au deuxième niveau. Alors, je parle de niveau, mais c'est une roue. Donc, en fait, ça tourne toujours et il y a toujours des peurs qui reviennent, toujours des blocages, etc. Donc, après, on passe au jaguar, à la médecine du jaguar, qui, lui, est vraiment basé sur plus le travail émotionnel, le travail un peu rationnel aussi, mais beaucoup émotionnel. Ensuite, on va passer à la médecine du colibri. Alors là, le colibri, c'est celui qui va s'engager, qui fait sa part, mais c'est aussi toute la part créative, toute la part un peu joyeuse, en fait, l'enfant libre, on pourrait dire aussi. Et après, la dernière partie, donc c'est la médecine de l'aigle, qui lui permet de prendre de la hauteur et justement du recul par rapport à des situations où on se sent complètement coincé. Par exemple, si on en est au niveau du serpent, j'ai peur de ça. De toute façon, quand on est régi par la peur, ça bloque et ça crée d'autant plus de fausses croyances et puis de blocages. Donc en fait, l'aigle permet vraiment cette prise de hauteur et de relativiser et puis d'avancer voilà. Donc en fait, c'est vrai. Puis là-dessus, c'est basé aussi sur tous les éléments. Il y a la terre, le ciel, l'eau, tous les éléments de la nature. Tout ça, ça fait partie intégrante de. Il y a les pierres, il y a tout ça. Et tout ça, ça fait partie intégrante en mêlant tous ces éléments. Ça fait partie de ce chemin-là, en tout cas. D'accord. Super. Non, c'est très intéressant parce que justement, c'est pas forcément très connu, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Et alors, pourquoi ce switch juste entre du coup, chaman et quelle est la différence? Alors en fait, ce sont des chamans aussi en Amérique du Sud. C'est juste que mes rencontres ont fait que j'ai rencontré. Alors que en fait, c'est très étrange parce que pour moi, l'Amérique du Sud, c'est un pays qui est totalement inconnu, que j'aimerais beaucoup découvrir, mais qui jusqu'à encore il y a quelques années, je m'y intéressais pas plus que ça. Et en fait, j'ai fait une série de rencontres, et notamment des chamans qui ont été, soit qui viennent du Pérou ou du Mexique, ou voilà. Et par le biais de ces femmes-là, j'ai pu découvrir ça un peu mieux. Alors, au début, là aussi, je freinais pour une très bonne raison, c'est que je me disais, comme je dis, c'était pas un pays que je connaissais. D'ailleurs, je ne connais pas bien ce pays. Enfin, je ne connais pas d'ailleurs.
Et en fait, je me disais, non, c'est de l'appropriation culturelle, c'est pas moi, je vais chercher quelque chose qui rentre pas dans ma sphère. Et puis, après avoir beaucoup discuté avec certaines personnes, je me suis dit, mais en fait, si je me sens tellement appelée, pourquoi je me remets encore une barrière? Donc voilà, donc j'ai accepté de suivre le mouvement plutôt que de nager à contre-courant, me laisser emmener plutôt par la, oui, par la vague, et puis c'est OK. Mais j'aurais rencontré quelqu'un qui est plus... Après, dans ce parcours que je fais, la roue de médecine amérindienne, elle rentre dedans. Enfin, c'est pas complètement Oui, d'accord. différent, hein. Voilà, c'est juste que c'est une question de rencontre, en fait. Ok. Et justement, par rapport à ce que tu peux pratiquer donc, au sein de ta spiritualité au quotidien, donc tu vas avoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Tout à l'heure, tu nous parlais que tu aimais bien faire tes petites potions, tes petits remèdes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, tu sais, tes petites routines un peu, voilà, bien-être spirituel? Alors, en fait, c'est assez simple et c'est ce qui me plaît. Alors, c'est assez simple et en même temps, ça nécessite toujours de remettre le travail sur le métier. Pour moi, une de mes pratiques quotidiennes qui me paraît essentielle, c'est la gratitude. Parce que si on est tout le temps à demander, 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 sans jamais reconnaître que oui, ok, ici, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, tout est là. Si je regarde autour de moi, il y a plein de belles choses. Il y en a des horribles, mais il y a aussi plein de belles choses. Et si on arrive à poser le regard sur les belles choses, eh ben on se sent déjà beaucoup mieux. Donc il y a la gratitude. Il y a aussi tout ce qui concerne le pouvoir de l'intention, en fait. Si par exemple, me fais un cacao, par exemple, un cacao. Alors c'est vrai que j'utilise des cacao plutôt euh, qui viennent justement d'Amérique du Sud, qui sont cultivés d'une certaine manière. Donc en fait, il y a tout le travail de la main, il y a tout le travail de ces personnes-là. Mais en fait, avant de le boire, je ne vais pas le faire vite, le boire et puis partir. En fait, il y a tout. C'est quoi mon intention par rapport à ça? Et puis là aussi, de cette gratitude, de remercier. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Euh, Après, il y a un temps de méditation ou méditation recueillement. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'est important parce que dans le brouhaha de la vie, en fait, j'ai besoin de m'ancrer et pour moi, la méditation, ça aide. Alors, la méditation quotidienne, ça, je fais depuis 2015, donc ça fait un petit moment déjà. Et là aussi, quand je m'en éloigne, je sens que c'est pas juste. Mais pour moi, ça vient nourrir cette spiritualité aussi. Il y a ça. Après, il y a la création. Je sais que j'aime aussi avoir un temps soit d'écriture, soit de peinture ou autre. Et j'essaie de l'avoir quotidien. Parfois, c'est pas beaucoup. Parfois, c'est 5 minutes ou moins. Mais en tout cas, là aussi, ça me permet d'avoir comme cette connexion avec ce plus grand dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est ces choses-là. Par exemple, quand je vais cueillir des fleurs ou des herbes dans mon jardin, par exemple, il y a toujours ce remerciement. Et ça, en fait, la gratitude, ça paraît tout simple et on se dit oui, bon, ok, on dit merci. Mais en fait, non, dire merci le matin, dire merci le soir pour la journée qu'on a eue ou la journée qu'on va avoir quand c'est le matin, pour moi, c'est une habitude à se mettre vraiment enfin, pour moi en tout cas, je n'impose rien à personne, loin de là. Et puis après, encore une autre chose dans mes pratiques, c'est je suis convaincue qu'on crée notre monde avec nos pensées. Donc c'est comment est-ce qu'on soigne nos pensées pour créer le monde qu'on souhaite créer. Du coup, il y a des affirmations positives que je peux me dire un petit peu comme des mantras, ou oui, des mantras qui font du bien, soit écouter, mais en tout cas, ces affirmations positives à dire comme des mantras au quotidien, en tout cas, moi, je trouve que ça fait une différence. En tout cas, c'est peut-être le fait que je me sente connectée et centrée, mais en tout cas, si on crée notre vie par nos pensées, ça, c'est important, ça aussi. Et justement, donc on parlait de livres. Si tu avais, alors pas forcément un seul, mais un ou deux livres à recommander qui t'ont par exemple accompagné, tu vois, dans ton éveil, dans ta spiritualité, est-ce que tu as quelque chose qui te vient? Oui, alors en fait, c'était il y a 3 ans. J'ai lu un livre que j'ai dû lire 5 fois de suite parce que j'arrivais pas à le lâcher. C'est un livre qui s'appelle Guérisseuse de Jean-Philippe de Tonac. Et en fait, c'est un livre qui se présente comme une série de rencontres
de différentes femmes guérisseuses qui ont différentes pratiques. Et ce livre, en fait, il m'a comme révélé, alors c'est peut-être un peu fort, mais comme s'il m'a dit, ok, et tu peux aussi suivre ton chemin à toi. Parce qu'en fait, c'est des personnes comme toi et moi, c'est des personnes très simples. De toute façon, quand on est habité par ça, on ne le fait pas pour la gloire. On le fait déjà parce qu'on sent qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il y a une sorte de nécessité d'être au service d'eux. Voilà, donc ce livre-là, il m'a comme ouvert la porte. Parce que je lisais déjà plein de choses avant, mais là, je me suis dit, bah ouais, vas-y, quoi, continue. Donc, Et alors, continuons sur le livre, puisqu'au final, dans toutes tes casquettes que tu nous as citées, tu as peut-être oublié d'en mentionner une, qui est quand même que tu es écrivain et que du coup, tu as des livres. Donc, justement, alors, tu as sorti un dernier livre il y a très peu de temps. Je vais te laisser en parler un petit peu, puis de celui d'avant, peut-être, les deux derniers. oui, mais tu as raison, en fait, je l'ai pas dit, et pourtant, c'est une de mes fonctions, j'aime pas ce mot-là non plus, mais une manière d'être, en fait, qui est extrêmement importante. Moi, j'écris depuis toujours, et j'ai eu la chance d'écrire des livres édités là depuis 2016, et j'en ai, en fait, en 2021 et 2022, il y en a 2 qui sont sortis. Donc en 2021, c'était mon gros livre sur la naturopathie, grossesse, postpartum et premières années de l'enfant. Ça, c'est vraiment comme une sorte de condensé de ma pratique depuis un paquet d'années. Et effectivement, en avril, j'en ai sorti un autre. Alors, je ne l'ai pas écrit toute seule, celui-là. Je l'ai écrit avec une amie doula. Et on a souhaité écrire un livre qui s'adresse aux deuxièmes parents. Alors, dans le titre et dans le livre, il s'adresse peut-être un peu plus au papa. Mais en tout cas, c'est comment il est important de soutenir le postpartum, enfin de soutenir les femmes durant le postpartum, pour justement que, je parlais de cet écosystème familial, mais ça va bien plus loin, ça va aussi bien pour la vie de couple, la vie de l'enfant, en sachant que c'est avec des hauts et des bas, c'est pas parce qu'on les livre qu'on va faire un sans faute, c'est trop facile. En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de papas qui étaient plein de bonnes intentions, mais qu'en fait, ils ne savaient pas du tout ce que vivait leur compagne dans leur corps. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir ce qu'on vit tant qu'on ne le vit pas exactement, mais en tout cas, on a essayé de poser des mots sur le processus et sur ce processus de dégestation qui est le fait de... Il y a un certain nombre de fonctions qui ont été sollicitées, beaucoup d'ailleurs, tout le corps a été sollicité pour mener à terme la grossesse. Et en fait, l'idée, c'est pas juste de pouvoir rentrer dans son jean taille 38 à la sortie de la maternité, c'est comment est-ce que tout le corps fait le chemin arrière, et le corps ne sera plus jamais comme avant, il sera différent. Et en fait, c'est comment on se réhabitue à ce corps, comment on l'apprivoise finalement. Et ça, c'est tout un travail qui n'est pas simple parce que, mettons pour les femmes qui allaitent, en plus, après, s'il y a une fin d'allaitement, je ne sais pas, 6, 7, 8 mois ou avant, là aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quoi toutes ces variations hormonales qui viennent complètement brasser j'ai allaité, j'ai accouché, j'ai allaité, je pensais que tout allait bien, mais en fait, là, encore une fois, ça me remet face à quelque chose qui est parfois compliqué et on n'en entend pas trop parler. Donc, en fait, ce livre, il voulait vraiment être comme alors, c'est plutôt comme un guide. On ne donne pas de solution, on dit, voilà, il faut faire ci à telle situation. Par contre, on donne comme un panel de solutions de propositions, pas de solutions, pour dire, bah voilà, tiens, ça va me parler, donc peut-être on peut faire ça. Et puis en fait, pour nous, ce livre, il se voulait surtout être un support à l'échange. Voilà, on ne sait pas comment sera le postpartum. Il y a des postpartums qui se passent super facilement, mais globalement, il y a quand même des chahuts intérieurs. Et c'est comment on peut s'y préparer, non pas en faisant peur, c'est pas ça l'idée, c'est juste en disant, en fait, le postpartum, il a été, pendant longtemps, c'était avoir un bébé, c'était ok, tout est rose, tout est beau, tu as un bébé, puis tu dois être heureux. Puis après, il y a eu, avec sur les réseaux, etc., tout le hashtag là, mon postpartum, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées, des choses qui ont été très dures à vivre, très dures à je pense, oser dire. Et du coup, on est passé du rose au noir.
Et je pense que, en tout cas avec ce livre, ce qu'on souhaitait, c'est pouvoir mettre de la nuance. C'est-à-dire, ok, le postpartum, peut-être qu'il y a des jours qui seront plus gris, puis il y a des jours qui seront un peu plus vert pâle, mais en tout cas, comment on arrive à se dépatouiller avec ça. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi bien dans celui sur la naturo, où j'ai fait intervenir d'autres professionnels pour avoir un regard croisé. Dans celui sur le postpartum, on a fait intervenir on a recueilli des témoignages parce que ça nous semblait important de partir vraiment des vraies préoccupations des pères et pas juste de se dire, ok, on a constaté ça dans nos pratiques et de partir sur nous, en fait. Donc, c'était vraiment important que ce soit émaillé par des vrais témoignages. Oui, du coup, justement, mais ça se passe sur les témoignages de papa, ou en tout cas du deuxième parent, et puis après, vous venez compléter pour donner un peu plus de détails et puis de possibilités, comme tu disais. Voilà, et puis aussi on parle de l'entourage, parce que là c'est aussi quelque chose qui est juste très 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 difficile souvent, c'est que le couple qui vient de devenir une famille avec l'arrivée de ce bébé, en fait, reçoit des conseils à ne plus finir alors qu'ils n'ont pas été demandés. Et alors il y en a qui arrivent à faire la courte échelle, la sourde oreille, à dire ok, mais en vrai quand on est fragilisé émotionnellement, c'est très difficile de se positionner en disant écoute, tes conseils, ils ont peut-être été bien pour toi, mais moi je veux pas, je ferai autrement. Parfois c'est dur de dire ça. Et du coup, ça vient remettre une pression. Donc on a parlé aussi de l'entourage et du rôle des grands-parents, de comment ils pouvaient faire. Dans certains pays, il y a même il y a des préparations d'accouchement pour les pères et les mères, mais il y en a aussi pour les grands-parents pour qu'ils se positionnent d'une manière beaucoup plus ajustée et non pas en disant ben moi j'ai fait comme ça avec toi et puis tu vois ça a bien marché, de toute façon on s'embête bien actuellement. Ben non, en fait, les choses, c'est juste aussi qu'elles bougent et qu'elles évoluent. Et puis, voilà, donc on a aussi voulu parler des grands-parents, des oncles, des tantes, de la fratrie aussi, accompagner au mieux. Donc c'est un livre à lire par tous et tout le monde si vous avez un couple qui va avoir un enfant ou qui a eu un enfant. Ouais, et même à lire avant, il ne faudrait Avant. pas attendre d'être dans la situation, parce que quand on est dans cette situation, on n'a plus envie de lire. Ouais, tout à fait. On n'a plus le goût de lire, c'est plus possible. Complètement. Ouais. Ok. Et alors justement, si donc ça c'est un peu ce que les livres, c'est un peu ta pratique aussi du quotidien, donc dans ton rôle de doula. Et j'aimerais que tu nous parles de tes accompagnements, donc un peu plus en détail, c'est-à-dire je suis une jeune maman qui attend un enfant, je viens te voir et qu'est-ce que tu vas me proposer en fait comme accompagnement? Mhm. Alors déjà, je précise qu'au niveau des accompagnements, j'ai deux options concrètes, c'est-à-dire que soit tu peux venir me voir à mon cabinet qui est en Alsace, au nord de Strasbourg, soit on peut se rencontrer en ligne. Donc voilà, ça c'est deux choses qui sont importantes parce qu'il y a des personnes qui préfèrent que le présentiel. Donc voilà. Donc tu es enceinte, tu viens me voir. Alors moi, je vais d'abord essayer de chercher quels sont tes besoins et quelles sont tes attentes. Avant de te dire, ah ben voilà, tu vas faire ça, 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 tu vas voir, ça va être génial. Et peut-être que toi, ton besoin, ça va juste être de pouvoir avoir un espace, une bulle de douceur avec, par exemple, des massages ou travailler sur les mémoires, par exemple, de ta famille ou travailler, voilà, comme préparer ton corps pour accueillir ce bébé. Alors, soit c'est en préconception, donc on fait ça aussi, on peut avoir à ce moment-là aussi un accompagnement au niveau naturopathique. Et si t'es déjà enceinte, donc il y a tout ce travail de mémoire. Il y a aussi un travail naturopathique, parce que la naturopathie, finalement, pour moi, c'est une sorte d'art de vivre, où on va harmoniser aussi bien, c'est l'homme au contact de la nature, aussi bien la respiration, l'alimentation, tout ce qui concerne l'eau, justement, la gestion des émotions. Donc, on va travailler là-dessus. Et puis, du coup, j'ai plusieurs outils. Donc, comme j'ai du massage, mais j'ai aussi le travail avec les fleurs de bac, qui est très, très, très intéressant pour travailler les émotions. Il y a ça. Après, j'ai tout un travail pour libérer d'anciennes mémoires. Donc là, on peut faire sur plusieurs séances. C'est un engagement là. Je guide. Je fais pas à la place d'eux. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. Et puis il y a aussi tout un temps il peut y avoir un temps de création. Justement, c'est comment est-ce qu'on peut créer. En fait, je trouve ça intéressant d'avoir
une trace, une empreinte de cette période-là. Et j'utilise en art-thérapie ce qu'on appelle le journal créatif. Et en fait, ce journal, il est très personnel et c'est comment est-ce qu'on va laisser sa trace mais qu'on va la transformer. L'idée, c'est pas juste d'écrire, par exemple, aujourd'hui, tout est magnifique, je me sens bien. Ok, c'est déjà super d'écrire ça. Mais après, c'est ok, donc tu te sens bien et on va aller plus loin encore, du coup, pour travailler soit le lien au bébé, soit dans la relation de couple, soit la relation à soi, tout simplement. Et du coup, avec des propositions créatives, on va faire un peu plus d'introspection. Et ce journal créatif, pour moi, il est important tout au long de la grossesse, ça veut dire tout au long de la vie, si on veut, mais en tout cas, voilà, ça c'est une période qui est quand même très charnière, très particulière. Comment est-ce qu'on laisse cette empreinte, comment est-ce qu'on ose se révéler à soi-même à travers la création. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi parler, c'est quoi l'histoire de cette naissance, de cette grossesse. Donc parler aussi un peu de physiologie, parce que la physiologie, c'est un gros mot dont on entend beaucoup parler, et un accouchement physiologique, parfois, c'est pas exactement ce qu'on imagine. Voilà, donc il y a ça, et les modes, les différentes positions, il y a tout un accompagnement aussi sur quelle position on peut prendre, en sachant que le jour J, tu feras peut-être quelque chose de complètement différent, mais en tout cas, ça donne des outils, ça donne des ressources, et puis il y a des choses, des fois, des couples qui utilisent vraiment ça. C'est pas juste oui, c'est pas juste en face. ça peut servir en tout cas. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je travaille, en tout cas au niveau de ma pratique de doula. Donc ça, c'est pendant la grossesse. Et puis après, en fait, moi, je fais vraiment du sur-mesure. Pour le travail de doula, enfin pour mes accompagnements doula, quand c'est en ligne, évidemment, j'ai des choses qui sont un peu plus organisées. Après, quand je vois les gens en vrai, au cabinet, c'est beaucoup plus organique, si je puis dire. C'est beaucoup plus... même si en ligne aussi, je sens, tiens, là, c'est certainement pas ça dont elle a besoin. Du coup, je sors plutôt un autre outil. Mais pour moi, c'est vraiment cheminer à ton côté, mais d'une manière très, très libre. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui ai la science infuse. On est vraiment là. Moi, je suis là pour toi, pour que toi, tu puisses venir te déposer si tu as besoin. Et puis simplement, des fois, dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. C'est possible de les dire là. Et donc, c'est vraiment tout un accompagnement. Et justement, par rapport à ça, peut-être que parfois, les parents peuvent être un peu effrayés par, tu vois, prendre 10 séances, etc. Quelles sont, on va dire, les formules que tu proposes? Est-ce que les personnes savent à l'avance combien il y a de séances? Est-ce que vous définissez ensemble? Comment ça se passe? J'aime bien définir ensemble, mais en gros, mon modèle, enfin mon format plutôt, ça va être 4 séances en prénatal. Ça me semble important. 4 séances, c'est pas énorme. Et ça me semble important quand même d'avoir ces espaces pour se déposer et puis pour travailler tout ce que je viens d'évoquer avant. Présence ou non à l'accouchement, ça c'est au choix, et puis suivant la possibilité aussi. Mais même si je ne peux pas être présente, il peut y avoir une présence à distance aussi, mine de rien. Alors, j'étais longtemps sceptique là-dessus, mais il y a quand même des choses qui peuvent aider, ou au moins le conjoint ou la conjointe. Enfin, voilà. Notamment pour expliquer tout le côté médical, au final, qui souvent, en fait, dans cette situation-là, on ne comprend pas forcément la première fois, et donc poser des questions, tout à fait. C'est ça. Et en postpartum, là, en fait, c'est souvent au début, si c'est une sortie précoce, il y a une sage-femme qui vient à domicile, donc là, parfois c'est compliqué, c'est pas la peine non plus de se marcher dessus. Donc en fait, c'est vraiment suivant les besoins de la femme, les besoins du couple, s'il y a une fratrie aussi ou pas. Voilà, pour moi, le postpartum, c'est complètement, on avance à vue un petit peu, parce que souvent on dit ah oui, moi je veux absolument ma doula après, puis finalement on se rend compte que soit on veut plus espacer, ou au contraire on veut plus fréquemment. Enfin, c'est vraiment l'accompagnement doula pour moi, c'est celui qui est le plus sur mesure, vraiment. Ouais. Et donc pour tes accompagnements naturaux, est-ce que ça fonctionne de la même manière ou justement là c'est un peu différent parce que les accompagnements naturaux tu fais même si on n'est pas enceinte ou qu'on n'est pas forcément encore maman ou...
Oui, tout à fait. Alors, ben oui, Alors, je parle au effectivement. féminin parce qu'il me semble que tes accompagnements sont plutôt féminins en naturopathie, Oui, mais mais j'ai aussi des hommes. voilà. Enfin, j'en ai pas 100 000, mais c'est Oui, majoritairement ok, féminin, effectivement. Mais rien ne n'empêcherait. Voilà. ok. Mais c'est vrai, en tout cas, mes programmes en ligne, ils s'adressent exclusivement aux femmes Mhm, parce que c'est plus clair. Et puis, j'en ai 3 qui sont très, très ciblés et très clairs. mhm, Mais au cabinet, effectivement, euh, alors là, c'est pareil. Soit quelqu'un a vraiment envie de faire un chemin, mais c'est difficile quand on ne me connaît pas de dire, OK, moi, je m'engage sur 4 séances comme ça. Donc, parfois, les gens viennent plutôt au rendez-vous, mais ils viennent, je sais pas, tous les mois et demi, 2 mois, et puis on fait un travail de fond comme ça. Après, c'est possible de prendre un forfait aussi pour avancer. À ce moment-là, on travaillera d'une manière beaucoup plus globale. C'est un petit peu comme pour le forfait doula, mais c'est pas la même cible en fait. Donc, mais c'est vrai qu'au cabinet, je me rends compte qu'il y a quand même. Après, je travaille dans un village. Et on est encore beaucoup dans la mentalité village, rien à voir avec Munich où c'était beaucoup plus. C'est une grande ville, les manières de travailler sont différentes. Là, je suis vraiment dans un fonctionnement qui est un peu plus classique, on va dire. Donc, en général, les gens préfèrent le rendez-vous individuel, enfin à la pièce. mhm. Enfin, voilà. Ouais. Mais par contre, en ligne, donc là, en fait, j'ai bon, un, un programme qui est très enfin, c'est quand tu as un bébé et qu'à un moment donné, tu es perdu avec ton bébé, genre quand ton bébé devient un bambin ou quand et puis tu es épuisé, tu n'en peux plus. Tout ça, finalement, ça parle souvent de la maman, de la femme, de cette difficulté à se retrouver, d'être complètement éparpillée, de ne plus savoir est-ce que je peux dire oui, est-ce que je dois dire non, c'est quoi les limites que je peux mettre, c'est quoi. Et en fait, un bébé n'existe pas tout seul, évidemment. Donc en fait, pour moi, avoir ce travail auprès des enfants, c'est avoir un travail beaucoup plus systémique avec les parents. Bon, souvent, ce sont les mamans que j'ai effectivement. Donc ça, c'est un programme qui est sur 6 séances et qui est vraiment retrouver finalement ce dialogue intérieur qu'on a, pour pouvoir retrouver la joie de s'occuper de ses enfants sans stress et puis sans se mettre à crier. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est très fatigué, il arrive qu'on crie, qu'on déteste cette version qu'on est de soi qu'on est devenu, ça crée des tensions et c'est compliqué. Donc c'est vraiment se remettre au cœur de soi pour pouvoir développer ça. Et puis du coup, je donne aussi pas mal de ressources pour les enfants. Donc ça, c'est un programme en ligne. Après, j'ai un programme en ligne aussi pour la grossesse. Alors celui-là, il est en construction parce que je souhaiterais qu'il soit totalement en ligne, sauf un rendez-vous avant et un rendez-vous à la fin. Parce que pendant la grossesse, il y a déjà tellement à faire, il y a les rendez-vous, les machins, mais il peut y avoir envie de cheminer quand même, donc par rapport à tout ce qu'on vit justement émotionnellement, à la prise de poids, parce que pour certaines femmes c'est insupportable, il y en a qui sont hyper heureuses enceintes, il y en a c'est juste pas possible de voir cette modification du corps. Donc en fait, j'aimerais, ce programme, il va s'adresser à ces femmes-là. Et puis il y a aussi cette ambivalence. Oui, on a très envie d'accueillir cet enfant, et en même temps, on peut se dire, waouh, mais on a fait une connerie. Et puis comment on va s'en sortir. Et puis et tout ça, des fois, il y a juste besoin de venir créer l'espace pour venir poser les choses. Et puis les ambivalences, elles font partie de la vie. Il y en aura d'autres, même à la naissance de l'enfant, même au-delà. Enfin, donc c'est en fait l'idée de ces programmes, c'est de donner de la ressource comme ça, même si le programme est fini, enfin lui qui va se finir forcément, et qu'on se sent de nouveau aller dans un creux de vague, qu'on puisse dire ok, ben j'ai cette ressource et je peux avec cette ressource pouvoir, je peux continuer et puis remonter la pente. Et j'ai un troisième programme. Alors celui-là, il ne s'adresse pas aux jeunes mamans, mais il s'adresse quand même à des mamans parce que pour moi, ça concerne beaucoup certaines mamans dont les enfants sont devenus grands et qui ont ce sentiment de ne plus du tout avoir d'utilité, d'être complètement, la vie a plus de saveur. Les enfants, ouais, ils s'intéressent plus trop, ou enfin ils vivent leur vie, quoi, normal. C'est juste la vie, et c'est heureusement d'ailleurs. Donc c'est comment à un moment donné décider de se choisir et de redéfinir des nouvelles étapes pour sa vie. C'est comme rechoisir sa vie. Voilà, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Et se poser vraiment, parce que quand on a pendant plein d'années été
donner beaucoup de temps à ses enfants, à son conjoint, à sa famille, etc. À un moment donné, on ne sait plus qui on est. Enfin, il peut y avoir ce sentiment-là. Donc, c'est vraiment se refocuser sur soi et puis se dire, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, je redéfinis ma vie en toute liberté, avec des vrais choix. Et j'ai pas envie de vivre encore les années qui me restent en me traînant comme une vieille serpillière. Bon, c'est un petit peu pas très beau comme image, mais en gros, c'est vraiment ça, parce que la vie est belle. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de redevenir acteur de sa vie. Et de créer une vie à son image. Du coup, j'utilise beaucoup la créativité aussi, au-delà de la nature. C'est là où on voit bien qu'au final, peu importe tes accompagnements, tu utilises à chaque fois tous tes outils et donc toutes tes casquettes, j'ai envie de dire, différentes. Donc voilà. Et je mettrai en commentaire le lien de ton site internet, les liens pour retrouver tes livres, pour ton livre que tu as conseillé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avant qu'on termine cet épisode? Peut-être un dernier mot, peut-être une dernière petite recommandation, si tu avais un petit conseil comme ça de vie à donner aux personnes qui arrivent un peu dans ce monde-là ou aux jeunes parents. Enfin, voilà, comme tu veux, je te laisse choisir. Alors, il y a deux choses qui me viennent. La première, par rapport aux jeunes parents, c'est écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre cœur, parce que finalement, oui, la parentalité, ça fonctionne en essai-erreur. Hein. On fait tous des essais, on fait tous des erreurs, et c'est juste super. Donc en fait, écoutez-vous et ne cherchez pas forcément des solutions ailleurs, mais voilà, vraiment se recentrer sur ce qu'on sent qui est juste pour soi et pour son enfant. Et puis pour tout le monde, c'est de ne pas oublier de vivre la vie avec passion. Voilà. C'est un très beau conseil. Mais c'est vrai parce que déjà, on oublie souvent d'être dans le présent, mais alors on oublie encore plus de vivre la vie avec passion. Donc je trouve que c'est un très beau conseil. Merci beaucoup en tout cas Virginie pour tout ce partage et on te retrouve très rapidement pour un nouvel épisode dans la saison 2 de Un jour un éveil. Et à bientôt. Merci Tiffaine, merci beaucoup. À bientôt.